En 1968, l'écrivain Albert Memmi a publié un livre, L'homme dominé, qui décortique de façon brillante les mécanismes de l'oppression. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point son analyse est encore d'actualité. Dès le départ, Memmi nous frappe avec cette citation de Chamfort. C'est une véritable bombe pour commencer un livre. Le ton est donné, on ne va pas parler d'un seul groupe, d'un seul pays, mais bien d'un phénomène universel. Alors, on plonge dans la première partie. On va se demander, c'est qui, au fond, cet homme dominé? Et c'était quoi le grand projet de Memmi avec ce livre? Ce qui est vraiment intéressant avec Memmi, c'est qu'il ne voulait pas juste faire une liste de toutes les injustices du monde. Non, son but c'était beaucoup plus ambitieux. Il voulait trouver le fil conducteur, les mécanismes psychologiques et sociaux qu'on retrouve dans toutes les formes d'oppression, pour en dessiner un genre de portrait robot. Et quand on regarde l'ampleur de son analyse, c'est immense. Pour lui, la domination a plein de visages différents, mais au fond, ses expériences sont toutes connectées. Il va même jusqu'à dire que le racisme est, je cite, « le symbole et le résumé de toute oppression ». OK, on arrive à la deuxième partie. 3 leaders, un seul parcours. Et pour bien faire comprendre sa théorie, Memmi prend un exemple très puissant, le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Et là, on a 3 figures qui sortent du lot, 3 géants. Au premier regard, on pourrait penser qu'ils représentent des choix complètement différents, des voies presque opposées pour un peuple qui cherche à se libérer. Le contraste est frappant, pour ne pas dire plus. D'un côté, on a King, le modéré. Lui, il mise tout sur le dialogue, l'intégration, la non-violence. Et de l'autre, on a Malcolm X, le rebelle. Pour lui, c'est le refus, la séparation et la violence n'est pas exclue. On dirait vraiment 2 mondes qui s'affrontent. Et puis, coincé entre ces 2 pôles, il y a James Baldwin, l'intellectuel, le témoin, un peu déchiré, passionné. Lui, il est capable de comprendre la logique de King, mais en même temps, il sent que la colère prônée par Malcolm X est peut-être inévitable. Alors, la question se pose, est-ce que c'était vraiment un choix? Est-ce qu'un peuple opprimé peut simplement choisir sa stratégie comme on choisit un plat au menu? Et on arrive à la 3e partie, l'itinéraire de la révolte. Et c'est vraiment là que Memmi nous prend par surprise. Il change complètement notre façon de voir les choses. Parce que pour Memmi, King, Baldwin et Malcolm X, ce ne sont pas 3 choix, pas du tout. Ils sont les étapes, les jalons d'un seul et même chemin, un parcours qu'il appelle l'implacable itinéraire de la révolte. Alors, regardons ça de plus près. La première étape, c'est le modéré, c'est King, qui pense encore que le dialogue peut fonctionner. Ensuite, on passe au témoin, c'est Baldwin, qui voit que ça ne marche pas et que la tension monte. Et finalement, la 3e et dernière étape, c'est le rebelle, Malcolm X, qui dit « le dialogue, c'est fini, maintenant c'est le refus total ». La conclusion de Memmi est percutante, ce n'est pas une question de choix, c'est une évolution quasi naturelle. 4e partie, la logique de la haine. Bon, mais qu'est-ce qui peut bien pousser un groupe de l'espoir au refus total? Comment on en arrive là? C'est là que ça devient fascinant. Memmi nous dit qu'au tout début, la personne dominée, eh bien, elle admire son dominateur. C'est paradoxal, hein? Il y a ce désir profond d'être accepté, de lui ressembler, d'être reconnu par lui. Et Memmi a une phrase incroyable pour décrire ça. Il dit que Malcolm X est le fruit empoisonné de la haine, mais que cette haine est née d'un grand amour déçu. C'est puissant ça. La haine, ce n'est pas le début, c'est la fin du chemin, quand l'amour et l'espoir ont été rejetés encore et encore. Alors, pour se rebâtir, pour retrouver sa fierté, le groupe dominé doit se créer une nouvelle histoire, une nouvelle identité. C'est ce que Memmi appelle le contre-mythe. C'est un outil essentiel pour se défaire de l'image négative que l'oppresseur a imposée. Et la logique derrière ça, elle est implacable. C'est comme un miroir. Si le discours dominant dit « tu es un monstre », le contre-mythe va répondre « non, c'est toi le monstre et moi je suis un ange ». C'est une réponse extrême à une accusation extrême, mais c'est une étape psychologiquement nécessaire pour se réapproprier son image. On entre dans la dernière partie, oppression absolue, révolte absolue. Et là, on arrive vraiment au point culminant de la pensée de Memmi. Memmi utilise un terme très fort, l'oppression absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'argent ou de loi. C'est une oppression qui attaque tout, qui on est, notre place dans le monde et même notre droit à un avenir. Et c'est là que tout bascule. Le moment où un peuple en arrive à la conclusion qu'il n'a absolument plus rien à perdre. Plus rien. Quand l'espoir lui-même est mort, qu'est-ce qui peut encore retenir la colère? La réponse devient presque mathématique. À une oppression absolue,
répond une révolte absolue. Une révolte qui ne se fixe plus des limites parce qu'elle est vue comme la seule, l'unique porte de sortie. Mamie appelle ça une machine infernale. C'est un cycle terrible qui s'auto-alimente. La violence de l'oppresseur finit par générer, inévitablement, la violence de l'opprimé. L'oppresseur, en quelque sorte, fabrique lui-même la bombe qui risque de lui exploser au visage. Et tout l'avertissement de Mamie se résume dans cette dernière question. Une question qui reste suspendue et qui nous force à réfléchir, pas juste au passé, mais aussi au monde qui nous entoure aujourd'hui.